Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a de l'argent, mais un bon matin, on vous dit qu'il n'y a plus d'argent. Très bien. On abandonne le Est-ce par pays. la magie du Saint-Esprit que cet argent s'est volatilisé? Il a disparu. Très bien. Mais il a disparu, il est où? Mais la réponse est simple. L'argent aujourd'hui se trouve dans les paradis fiscaux. OK? Tous les circuits nationaux, les mécanismes qui permettent de faire fonctionner un État n'existent plus. L'État aujourd'hui est asséché. Et je vais être un peu dur, pour ne pas dire brutal, parce que c'est un langage aussi dans lequel on doit s'inscrire face à ce pouvoir brutal. Si les 10 plus grands voleurs du Congo ont levé 10% de ce qu'ils ont volé, ces 10% seuls pourraient résoudre une bonne partie des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, en particulier sur le plan social. Et Il est parmi les dix inadmissible. grands voleurs, on peut en citer pêle-mêle comme ça, qu'on connaît. Alors, Moi, ça, je c'est prends au les... moins ce qui a été évidemment relevé par les Panama Papers. Il y a Gilbert Ondongo, Rodolphe Adada, Lucien Ebata, Denis Christel Sassou Nguesso, le chef d'ailleurs des voleurs. Et vous avez aussi, qui monte là, Jean-Jacques Bouya, Jean-Bruno Richard Itois, hein, sur la Jean-Jacques Bouya, Jean-Jacques Bouillard. Vous avez Denis Sassou Nguesso lui-même, qui est cité tout le temps dans les scandales de Là, vous êtes corruption dans et le autres, top 10. Là, vous parlez du top 10. après, il y a aussi sa fille Claudia Sassou Nguesso, qui sont nombreux comme ça, mais ils sont plus de 10, ils sont nombreux comme ça. Est-ce que on n'est pas venu créer la situation actuelle là, sur la crise financière? Est-ce que ce n'est pas une fausse crise créée par le régime de Brazzaville pour désorienter finalement l'opinion congolaise vers autre chose? Parce que l'affaire des terres commençait mais vraiment à gonflé. gêner. C'était devenu une épine sous le pied de ce régime. Et peut-être parce que nous ne touchons pas aussi là où il faut vraiment toucher. Parce que lorsque nous parlons du régime Sassou Nguesso, derrière ce régime, il y a d'autres forces. Je voulais citer ici la France-Afrique, pour ne pas dire la France. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de parler à la France pour dire à la France, attention, vous nous avez ramené un criminel à la tête du pays, voici qu'il est en train de massacrer les populations, de voler tout l'argent. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez ramené? Parce qu'après, il y aura une répercussion, il y aura des conséquences sur cette relation entre la France et le Congo. La vérité, c'est ça. Mais c'est une bien grande vérité. Voilà, je vais me tourner à l'exemple de l'AES. Vous voyez, les gens, au regard de tout ce qui se passe partout, il y a un sentiment anti-français qui est en train d'être cultivé. Parce que les gens sont là pour nous imposer des dirigeants alors que nous sommes déjà pauvres. Et ces mêmes dirigeants sont obligés de soutenir ceux qui sont aux affaires. Mais dans M. Bourgi, Maître Bourgi nous l'a révélé. À un certain moment, pendant la période de la campagne de M. Jacques Chirac, il a été voir M. Denis Sassou Nguesso, qui était disposé à lui donner, à lui verser plus d'1 million de dollars pour soutenir la campagne de M. Jacques Chirac. Est-ce que c'est normal, ça? Pour un pays qui se dit pauvre, qui doit soutenir la campagne d'un pays riche. Comment est-ce que nous pouvons tolérer des situations comme ça? Non, il faudrait qu'on se remette en question. Voilà pourquoi d'ailleurs je soutiens quelque part la lutte des panafricanistes. Parce que ça ne peut plus durer. Ce mélange, ce régime, ce partenariat incestueux est à remettre en cause, en question. Il faudrait que le Congo, justement, se batte pour retrouver sa dignité, pour retrouver sa souveraineté. On ne va pas développer cet angle-là, mais en tout cas, sachez une chose. Si ces dirigeants qui posent des problèmes, si ces dirigeants qui placent des valets, des préfets au niveau de la périphérie et qui doivent répondre du centre, c'est-à-dire du pouvoir en Occident, nous n'en voulons plus, il faudrait que ça s'arrête. Et si ça continue, je vous assure que demain, nous allons nous organiser de telle sorte que ça devient comme au niveau de l'AES. Mais comment ils ont fait? Ils étaient dans la même situation que nous. Pire que ça, ils ont connu et continuent d'ailleurs de subir un terrorisme organisé par lesquels nous savons.
Non, il faudrait que le Congolais se décide vraiment à se dire, il est grand temps que ça s'arrête. Mettons-nous debout. Le Congo, il faudrait qu'un jour, comme le dit si bien notre hymne, il faudrait qu'un jour ce soleil se lève. Benoît Youlou, bonjour. Bonjour, mon cher Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes contrôleur interne des finances du MPIA. Bonjour Robert Adouki. Bonjour, mon cher Christian. Merci de votre invitation. Très heureux de vous avoir sur R7 et merci de votre disponibilité pour cette interview. Vous êtes chargé de l'administration au niveau, bien sûr, du mouvement pour agir. Vous représentez tous deux, Robert et Benoît, bien entendu, le mouvement pour agir en sigle MPIA. Au centre de cette interview, la crise socio-économique profonde au Congo-Brazzaville. Nous évoquerons également le projet de loi des finances 2025 en débat, bien sûr. Quel espoir! Et si le temps nous le permet, nous pourrions aussi aborder les accords de cession des terres du Congo-Brazzaville, une menace existentielle pour le Congo sciemment orchestrée par le régime Sassou Nguesso, revenu au pouvoir par coup d'État militaire en 1997. Voilà pour le décor, il est planté. Je commence donc par Benoît Youlou. Vous avez certainement jeté un coup d'œil sur la loi des finances 2025 en débat, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui prévoit en recette 2826 milliards de francs CFA en 2025 et les dépenses s'établiraient à 2233 milliards de francs CFA contre 2026, non, 2069, alors que sur évidemment la loi 2024, on le disait bien, c'était 2609 milliards. Bon, qu'à cela ne tienne, une progression, c'est ce que dit le gouvernement, de 12%. Alors, dans le même temps, je voudrais rappeler que le Congo-Brazzaville a connu des budgets de l'ordre de 3600 milliards de francs CFA. C'était là dans les années 2012. Et le ministre des Finances de cette époque, c'est Gilbert Ondongo qui promettait la diversification de l'économie congolaise. Depuis là, les Congolais n'ont rien vu. Alors, Benoît Youlou, est-ce que vous pensez que la loi des finances 2025 peut inspirer confiance, espoir aux Congolais? Mais vous savez, quand on parle de l'espoir, ça signifie que nous espérons un mieux pour l'avenir. Mais ce système a eu 40 ans de règne sans partage. Ils ont eu des budgets successifs. Et au cours de l'exercice 2024, il nous avait été promis qu'en 2025, le Congo serait un pays émergent. Qu'à cela nous tienne. Mais qui veut aller loin ménage sa monture. Nous allons d'abord nous tourner sur l'exercice 2024 parce qu'au moins, il est le socle de ce que nous voulons édifier pour l'avenir. Mhm. Au cours de l'année 2024, après l'élaboration de la loi de finances, l'exécutif, comme je le disais, se causait de dire que 2025, le Congo serait un pays émergent. Fier de proclamer d'avoir un budget conséquent, celui de 2831 milliards, le Congo avait le budget le plus élevé comparativement à d'autres pays au cœur de l'Afrique francophone. Nous prenons donc deux pays en exemple, la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire avait un budget de 2481 $, le Congo, lui, affichait 2831 milliards. Mais pour le budget de l'année 2025, le Congo caracole à 2826 milliards sur leur projection. Tandis que la Côte d'Ivoire est passée à 15 milliards, 3339 milliards. Vous en doutez la différence. Qu'avons-nous fait? Avons-nous progressé ou bien avons-nous reculé? On dit celui qui n'avance pas recule. Donc le Congo recule. Ça suppose donc que notre pays est en train de plonger dans le chaos. Ce chaos qui entraîne justement tout ce que nous vivons comme susceptibilité, tout ce que nous vivons comme mouvement au niveau de notre pays. Il y a des grèves pléthoriques, il y a des grèves
dans tous les secteurs d'activité. Au regard de tout ceci, on peut se dire si 2025 augure d'un bel avenir. Mais enfin, quand on vote un budget, quelle est la nature du budget? D'ailleurs, que sous-entend la loi de finances? Quand on parle de la loi de Donc, on finances, va évoluer là tout à l'heure par rapport au développement que vous avez d'abord fait tout à l'heure en répondant à la première question. Est-ce que vous êtes en train de dire, au lieu de l'émergence qui avait été promis en 2025, puisque c'est dans 2 mois là, nous sommes en octobre, le 26 octobre 2024, donc dans 2 mois, nous serons en 2025, à la place donc de l'émergence, on est en train de servir plutôt l'austérité aux Congolais, c'est ça? la nature nous semble bien injuste. On prévoit, disons, un lendemain meilleur, mais la réalité nous montre que nous sommes en train de plonger dans le chaos, dans les profondeurs des abîmes. Feront-ils des miracles? Seraient-ils détenteurs d'une baguette magique pour transformer le pays? Non, soyons Alors, réalistes. Benoît Youlou, je vais revenir vers vous tout à l'heure pour que vous nous expliquiez évidemment la loi des finances, comment ça fonctionne, mais je vais d'abord m'intéresser à Robert Adouki pour savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez encore les années vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Vous pensez que nous y sommes encore repartis? Ouais, mon cher Christian, c'est curieux que l'histoire a l'air de se répéter au Congo-Brazzaville. Effectivement, nous sommes dans les années, ça remonte dans les années 79, sous la présidence de Monsieur Yomi Opango, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Sachant bien sûr Ça que fait derrière Yombio Pango, il y a quelqu'un qui tirait les ficelles, c'est le même qui est là. absolument, absolument. C'est toujours le même acteur qui d'ailleurs n'a jamais été inquiété dans ce pays, n'a jamais rendu de compte dans ce pays. Et c'est toujours lui. Enfin, j'aimerais quand même faire un petit commentaire sur l'introduction de notre sujet, sur le budget, qui est en réalité le mal de notre pays. Mais le mal du pays, c'est quoi? C'est l'argent, effectivement. C'est l'argent qui est au cœur de tout. Donc, il y a la mauvaise gouvernance qui est manifeste. Hein, les choix que les différents gouvernements successifs ont dû opérer n'ont pas été les bons. On a parlé d'émergence, on a parlé de diversification de l'économie. Tout ça, c'est resté comme des slogans vains. Que constatons-nous réellement et concrètement? Le peuple congolais est en souffrance. Ce budget qui va être certainement voté, qui a été proposé par le gouvernement, la loi de finances, a introduit une taxe supplémentaire alors que les gens sont déjà à l'agonie. Vous faites allusion à la Un repas taxe par de jour, solidarité nationale. la fameuse taxe de solidarité nationale, en plus ils appellent ça solidarité nationale, mais ça me fait doucement sourire. Quand le gouvernement encaisse les redevances pétrolières, où est la solidarité du gouvernement à ce moment-là? Aujourd'hui, on demande à ce pauvre peuple d'être solidaire. Alors, est-ce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou la charité qui se fout des Congolais? Là, il y a réellement un problème et il faut que les Congolais prennent conscience qu'on est en train de les mener en bateau, pour ne pas dire de les rouler dans la farine. En Donc fait, aujourd'hui, Robert, la crise tout à l'heure, sociale, je vais marquer une petite pause à ce niveau-là. Vous étiez en train d'expliquer, de parler de la taxe de solidarité nationale. Bon, c'est vrai qu'on apprend également que ça a été retiré, mais bon, il n'y a pas encore un communiqué officiel, donc on peut continuer à en parler, tout en attendant qu'évidemment que le gouvernement puisse acter le retrait, bien sûr, de cette taxe. Alors, lorsque vous parlez de la taxe de solidarité, vous avez même dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité, qui se fout de la charité. Et vous avez d'ailleurs relevé les recettes pétrolières, qui sont d'ailleurs la base même de l'économie congolaise. Et en fait, si j'ai bien compris, vous vouliez évoquer la redistribution équitable, c'est ça, des revenus, par exemple, des ressources naturelles, c'est ça, que les Congolais n'ont jamais bénéficié, en fait. C'est là que devait commencer la absolument, solidarité. absolument. La solidarité nationale, elle commence par là. Hein, un État qui se respecte, un État digne, ben, doit redistribuer ses dividendes à l'ensemble de la population. Alors, ce n'est pas donner des guéris à X, Y ou Z.
C'est pas de ça qu'on parle. C'est de pouvoir créer des infrastructures, que les gens puissent se soigner, que les enfants puissent aller à l'école, que les boursiers, les étudiants puissent bénéficier de leur bourse, que les salaires soient payés. Comment pouvez-vous imaginer, dans un pays normalement organisé, que des fonctionnaires accusent 30, 40, 50, 90 mois d'arriérés de salaire? Et c'est inconcevable. Il y a un truc qui ne va pas. Mais la réponse, elle est claire, elle est devant nos yeux. Ça veut dire que la corruption est tout simplement généralisée. Et Oui, mais ça, après, on c'est va se poser tout de même insupportable. la question, Robert, qui est donc responsable de tout cela? Est-ce que le peuple lui-même n'a pas une part de responsabilité? Je vais d'abord intéresser Benoît Youlou. C'est vrai que tout à l'heure, il y a une question en souffrance. On y reviendra sur le budget, mais qui est donc responsable de cette affaire? Seulement le régime ou la population aussi a une part de responsabilité? Non, Si non, nous devons aller au boulot jusqu'à 120 mois sans son salaire et vous continuez à aller travailler. mais il y a deux aspects qui se présentent. Le premier aspect, c'est que l'État s'arrange à désorganiser tout le système financier. Quand on crée des régies ou alors on crée auprès d'une société comme la CNPS qui est chargée d'assurer la vente du pétrole congolais, quand on confie la charge à un individu, M. Lucien Ibata, qui se charge de vendre les produits pétroliers, et quand il les vend, il crée une société offshore, Orient Oil, qui est chargée de vendre le pétrole congolais. Et quand ils vendent le pétrole congolais, au lieu de verser directement l'argent, les revenus, au niveau du trésor public congolais, l'argent est versé dans des comptes offshore, dans les paradis En fait, fiscaux. redistribuer aux membres du clan Sassou Nguesso, Donc l'argent est comme le redistribué disait au le niveau des reportage. clans. Et pendant ce temps, les caisses de l'État sont vides. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand je dis les Congolais sont résignés, on se demande pourquoi les Congolais qui ont 30 mois d'arriéré de salaire ou plus que ça continuent à aller au travail. Mais il y a un aspect, ils ont créé un système tel que celui qui est en charge d'assurer un portefeuille donné est obligé d'aller au travail. Pourquoi? Parce qu'il devient ce qu'on appelle un comptable de fait. Les gens, quand ils viennent demander un service, il les fait payer. Quand il les fait payer, il se fait rémunérer à partir de cet argent. Il vit, il survit. Vous voyez? Donc, il se dit, autant mieux aller au travail, au moins j'ai une petite source de revenus, même si je n'ai pas la paie, mais quand les gens viennent me demander un service, en fonction de mon pouvoir, en fonction de ce qu'est, Oui, de mais ce que... Benoît Youlou, il y a des services qui devaient être gratuits, comme par exemple, bon, je vais prendre un exemple comme ça, hein, terre à terre, c'est l'établissement, par exemple, d'un acte de naissance. Ça devait être gratuit, gratuit plutôt, les actes de mariage et autres, ainsi de suite, même les actes judiciaires. Hein. Mais Mais après, vous dites, c'est une stratégie bâtie comme ça pour faire de sorte que ces fonctionnaires se servent finalement par des voies non, détournées parce qu'ils ne sont pas payés. Mais ils ne sont pas payés non pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce que l'argent a été détourné et planqué dites-moi. quelque part. Et là, je disais, je reviens donc vers Robert, qui est réellement responsable de toute cette situation? Seulement les gouvernants ou bien des populations aussi qui participent dans ce système finalement? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne comprenez pas comment quelqu'un qui a 76 mois d'arriéré et continue à aller travailler. Alors, nous sommes tous responsables, nous sommes tous coupables. C'est un système. Ce système a été généralisé. Ce système a eu le temps, je dirais, de mûrir. Il est facile aujourd'hui de porter un coup sur, je dirais, le parti majoritaire qui est le PCT et avec à sa tête M. Denis Sassou Nguesso, de les rendre seuls coupables et responsables. Je pense que nous avons tous, quelque part, une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, il est temps que tout cela, justement, s'arrête. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi et de la sorte. Donc, les Congolais ont leur part de responsabilité, les gouvernants encore plus, parce que c'est eux qui sont à la tête des différentes structures. Mais il y a un moment, il faut prendre son courage à deux mains et se lever et revendiquer ses droits. Si le Congo se dit État de droit,
Mais il faudrait que ce peuple puisse revendiquer ses droits. Et une des revendications, c'est de débouter certains de nos dirigeants hors d'état de nuire parce qu'ils sont en train de tuer tout un peuple, mais à tous les niveaux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de mobilisation qu'il faut mener afin que les Congolais puissent retrouver leur dignité, qu'ils puissent retrouver des conditions de savoir vivre ensemble, qu'il y ait des conditions idoines pour que les gens puissent s'instruire, se soigner. Mais c'est tout à fait normal et légitime. Il faudrait aussi qu'on arrive à faire changer la peur. Il faut que la peur change de camp parce que ce pouvoir est brutal. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, quand je dis que nous sommes tous responsables, mais c'est parce que ce pouvoir agit par la peur. Et au-delà de la peur, beaucoup ont perdu leur vie. D'autres se retrouvent en prison pour des motifs fallacieux. Oui, mais Comment Robert, voulez-vous? dans le même temps, on nous apprend qu'il n'y a jamais, jamais, en tout cas dans l'histoire, hein, on peut interroger l'histoire, jamais une dictature n'a vaincu un peuple debout. Donc, comme quoi, à ce peuple aussi, il faut à un moment donné peut-être leur dire que toute libération ou toute liberté a un prix. C'est ça le problème. Les peuples qui se sont libérés ont payé le prix qu'il fallait. On ne se libère pas comme ça un matin sur un plateau d'argent. Et je ne dis pas non plus, je n'encourage pas aux gens d'aller dans la rue comme qui dirait non, mais il y a des méthodes qu'on peut adopter, des stratégies qu'on peut adopter pour faire partir un régime, pourquoi pas. Benoît Youlou, on revient d'abord sur, évidemment, sinon on va perdre la question, sur le budget. Donc, on revient sur le budget. Vous disiez que le budget, le fonctionnement, c'est quoi d'abord et comment ça fonctionne, en quelques mots? Mais en quelques mots, vous savez, je vais vous définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une loi de finances. La loi de finances prévoit et autorise chaque année civile la nature et l'affectation des ressources et charges de l'État au cours d'une année civile. Ce qui suppose quoi? On prévoit, on se projette dans l'avenir, on se dit, l'État, pour assurer son bon fonctionnement, nous sommes tenus d'encaisser un montant donné et dépenser tel montant. Au vu de ces éléments-là, on se dit, il faudrait qu'on se donne les moyens pour que nous abondons justement tout ce que nous avons prévu. Donc, au cours de son exécution, le budget, lui, qui est constitué de l'ensemble des comptes qui décrivent justement toutes les ressources et les dépenses de l'État, devient l'instrument comptable de la loi de finances. Qu'est-ce que la loi de finances? Comme je l'ai défini, la loi de finances donc, prévoit et autorise les dépenses et les charges. Mais la loi de finances, dans son élaboration, prévoit aussi ce qu'on appelle la loi rectificative. Celle qui prévoit, en cas des aléas, de rectifier, de porter un rectificatif sur ce qu'ils ont conçu. Mais en plus ou en moins. Mais il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. La loi de règlement constate effectivement les résultats financiers chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les précisions de la loi de finances. Donc, c'est la loi de finances, la loi rectificative, la loi de règlement qui corrige. Mais au Congo, en dépit de tout ça, qui devait servir justement de baromètre, qui devait servir, disons, de canevas pour contrôler la loi, les gens font tout en dépit de bon sens. Voilà pourquoi on arrive à des situations telles qu'il y a deux ministres qui s'opposent. Il y a le ministre des Finances et il y a le ministre des Comptes publics, parce qu'ils ne s'entendent pas. L'un a créé qui est en charge des régies financières. Oui, mais s'ils s'entendent pas, ils ne s'entendent pas, c'est que il y a un loup quelque part. Parce que Mais les deux ministres sont du même gouvernement, sont censés avoir pourtant, les mêmes chiffres, les mêmes mais statistiques. Mais c'est un problème d'écurie, d'une part, et d'autre part, c'est une façon justement de dilapider l'argent
de l'État. Parce que quand on crée des régies de recettes, on encaisse, mais si l'autre ministre n'est pas au courant, comment voulez-vous consolider les finances de l'État? Comment voulez-vous rendre des comptes pour élaborer la loi de finances? Oui, mais Donc, cela veut dire également, parce que d'aucuns l'ont dit, hein, il y a certains observateurs qui ont dit que le Congo était géré comme une épicerie familiale. social, bien Parce que sûr. si c'est l'État, il y a des règles à respecter. Deux ministres du même gouvernement ne peuvent pas parler des langages, j'allais dire, un langage différent. Mais Mais voilà moi, je pourquoi reviens sur ce que vous avez dit, parce que la loi, elle prévoit en fait les recettes et les dépenses hein, de l'année, ici définies, mais je prends par exemple l'année 2024. Nous avons tous vu cette loi des finances 2024 qui prévoyait dans l'ordre je l'ai rappelé d'ailleurs, de 2609 milliards de francs CFA. Et c'est au cours de cette année qu'on avait déclaré l'année de la jeunesse. Donc je suppose que cela était déjà prévu, c'est-à-dire la création des 100 000 emplois était prévue par cette loi des finances. Nous avons évolué, nous sommes déjà en octobre. Le dernier trimestre, moi je prends seulement voilà, les recettes pétrolières. Hein. Ça au moins on peut tous tomber d'accord. Les recettes pétrolières, dernier trimestre, c'est 748 milliards de francs CFA qui ont été affichés. C'est ça. Là, on ne compte pas les autres ressources. D'accord? Tout ce qui est recettes douanières, fiscales et autres, le bois, les minerais, bref, ici, le pétrole. Quand on parle de 748 milliards, dernier trimestre, donc juillet, août, septembre, pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville de 6 millions d'âmes, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Comment expliquer que dans le même temps, que ce même gouvernement vienne dire aux Congolais que les caisses sont vides? Il n'y a plus rien. On et ne vous peut plus savez, payer les salaires, on ne peut plus payer les bourses, les pensions, on ne peut plus assurer les services, voilà. je n'ose pas dire, malheureusement, le Congo, la nature nous semble bien injuste, d'une part, et d'autre part, le Congo est un pays chanceux parce que nous sommes quand même le troisième pays producteur de pétrole au cœur des pays de l'Afrique. Et nous produisons 350 000 barils par jour. Par jour. Bon, suivant les prévisions au cours de l'année 2024, ils avaient estimé la vente de pétrole à 75 euros le baril. La manne est tombée du ciel, cette vente est passée à 84 Dollars. dollars. Enfin, donc il y a eu un surplus. Voilà pourquoi je voulais parler de la loi de règlement qui, en ce moment-là, devait intervenir après coup pour dire, écoutez, il y a On a eu beaucoup un plus surplus, on d'argent. a eu beaucoup plus d'argent, que faisons-nous? Mais au cours de cette même année, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et je l'avais souligné au départ. Et je semble comprendre que même les 748 milliards qu'ils ont présentés du dernier trimestre, c'est un chiffre minoré, Mais apparemment. bien sûr, c'est un chiffre minoré. Ils le font exprès. C'est fait à dessein, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui se passe? La vente du pétrole est assurée par quel organisme? La vente d'un État est assurée par un. Je l'avais dit tout à l'heure, au début, par M. Lucien Bata, qui a créé des comptes offshore. Donc, tout l'argent, au lieu de rentrer au trésor public, l'argent est dilapidé. L'argent réparti au niveau des comptes bancaires, soit en Afrique En et sorte, on a d'autres. privatisé. On a privatisé la gestion du pétrole. Voilà pourquoi on avait dit tout à l'heure, le Congo est devenu une épicerie sociale. Ça se gère comme dans un portefeuille particulier. C'est pas normal. Nous dénonçons tout ça. Il y a des mécanismes qui existent. Il faut les respecter. Il faudrait nécessairement que nous changions les choses. Parce que si ça continue comme ça, il est à craindre que le Congo n'existe plus. Oui, mais tant Parce que que, le régime Sassou est mais en place, il est ça va incompétent, il continuer. est défaillant. Et ça va continuer si on les laisse faire. Voilà pourquoi il faudrait que nous soyons amenés à faire prendre conscience aux Congolais que ce que nous sommes en train de vivre est une démarche volontaire. C'est voulu, c'est orchestré. Donc, prenons-en conscience, prenons nos responsabilités pour arrêter ce marasme. Ça ne peut plus continuer comme ça. Comment Prendre vos voulez-vous? responsabilités, vous avez dit Benoît Youlou, pour arrêter ce marasme. Alors, Robert Adouki, même si le chiffre a été minoré, 748 milliards, pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville, vous croyez à cette crise? Si réellement, il n'y a plus d'argent au Congo-Brazzaville.
Vous savez, là où il y a crise, vous savez, c'est comme la guerre, hein. Quand les riches font la guerre, ce sont les pauvres qui payent. Et c'est le même cas auquel nous assistons dans notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville, qui malheureusement aujourd'hui est un cimetière à ciel ouvert quasiment. Euh, Comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, le problème c'est l'argent, hein. Même ceux qui en ont en font un problème. Alors imaginez ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a de l'argent, mais un bon matin, on vous dit qu'il n'y a plus d'argent. Très bien. Est-ce par la magie du Saint-Esprit que cet argent s'est volatilisé? Il a disparu. Très bien. Mais il a disparu, il est où? Mais la réponse est simple. L'argent aujourd'hui se trouve dans les paradis fiscaux. OK? Tous les circuits nationaux, les mécanismes qui permettent de faire fonctionner un État n'existent plus. L'État aujourd'hui est asséché. Et je vais être un peu dur, pour ne pas dire brutal, parce que c'est un langage aussi dans lequel on doit s'inscrire face à ce pouvoir brutal. Si les 10 plus grands voleurs du Congo ont levé 10% de ce qu'ils ont volé, ces 10% seuls pourraient résoudre une bonne partie des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, en particulier sur le plan social. Et Il est parmi les 10 inadmissible. grands voleurs, on peut en citer pêle-mêle comme ça, qu'on connaît. Alors, Ça, c'est prends au les... moins ce qui a été évidemment relevé par les Panama Papers. Il y a Gilbert Ondongo, Rodolphe Adada, Lucien Ebata, Denis Christel Sassou Nguesso, le chef d'ailleurs des voleurs. Et vous avez aussi qui monte là, Jean-Jacques Bouya, Jean-Bruno Richard Itois, hein, Jean-Jacques Bouya, Jean-Jacques Bouya. Vous avez Denis Sassou Nguesso lui-même qui est cité tout le temps dans les scandales de Là, vous êtes corruption, dans de le drogue, top 10. Là, vous visiblement. parlez du top 10. Après, il y a aussi sa fille Claudia Sassou Nguesso, qui sont nombreux comme ça, mais ils sont plus de 10, ils sont nombreux comme ça. Mais on va déjà Donc, si on se prenait seulement contenter le de ce 10% top de 10. ceux-là, Le 10% de ceux-là qui consacrent 10% de leurs avoirs acquis frauduleusement, là, je pense qu'on aura fait des progrès. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je lance encore un appel à ce gouvernement, c'est que négocier pendant qu'il est encore temps. Je l'ai dit en 2022, c'était lors d'une émission avec vous d'ailleurs, négocier encore pendant qu'il est temps. Parce qu'il y aura un jour où vous ne faites pas de cadeau à ce peuple-là ne vous en fera pas non plus. oui, Robert, dans le même temps, vous êtes en train de dire que finalement, la crise actuelle, elle a été créée sciemment, c'est-à-dire, c'est une volonté politique. Absolument. Je pense que M. Sassou a toujours fonctionné ainsi. Il est assez paradoxal de constater, ce monsieur, je pense, a eu une chance. Allez, on va dire qu'il est bien né ou il est né sous de bons auspices. C'est qu'à chaque fois qu'il est revenu au pouvoir ou il a été au pouvoir, il a bénéficié de boom pétrolier. Et paradoxalement, c'est au moment où on a ces booms pétroliers où le Congo est de plus en plus endetté. Comment pouvez-vous imaginer que nous sommes aujourd'hui l'un des pays les plus endettés, l'un des pays les plus corrompus Elle est et plus l'un des pauvre. pays les plus pauvres? Il y a des contradictions là qu'on a du mal à comprendre. Et ça, c'est une volonté, je dirais, c'est l'application même du machiavélisme poussé à outrance, où il agit de manière délibérée ainsi pour être toujours le dernier recours et dire que voilà, ben, la situation est ce qu'elle est. Ben, si vous voulez que les choses s'arrangent, ben, je suis peut-être le seul à pouvoir arranger cette situation. C'est terminé, Monsieur Sassou. Écoutez-moi bien, c'est terminé. Votre manège est terminé. Et le peuple en a ras-le-bol. Ça va s'arrêter si vous ne décidez pas d'arrêter
tous les voleurs qui vous entourent, que ce soit vos enfants, vos neveux, vos nièces, ben, c'est le peuple qui s'occupera de vous. Parce que l'histoire, malheureusement, au Congo, a l'air de se répéter, comme on l'a dit. Donc, Alors et donc, aujourd'hui, si je vous ai bien compris, Robert, vous êtes en train de dire que les Congolais sont là en train de livrer à ce qu'on appellerait une dernière bataille, c'est ça, hein, absolument, avant 2026. avant 2026. Benoît Youlou, ça peut paraître un peu étrange, mais on a constaté que toutes les fois qu'on approche vers les échéances majeures, je parle ici des élections présidentielles, il y a toujours un phénomène auquel on assiste. Denis Sassou Nguesso, vous vous rappelez, lors de la conférence nationale, avant qu'il ne parte, il avait raclé toutes les caisses. Les caisses étaient vides. Donc, quand Milongo s'est installé, il n'y avait plus rien. Pourtant, on a vu, malgré cela, comment Milongo a joué avec les technocrates qui l'entouraient, comment il a payé les salaires. Avec les petites recettes, les menus recettes, tout ce qui était fiscal, un peu autre, il a payé quand même, il a tenu, il a payé les salaires. D'accord? Et quand il crée donc j'allais dire, l'assèchement des caisses, il vide les caisses, après va suivre une deuxième étape, c'est de créer une situation militaire. Où, voilà, il crée une situation comme ça, il crée, voilà, un drame pour massacrer les Congolais et justifier cela auprès de ses soutiens pour dire qu'il est le seul garant de la paix au Congo-Brazzaville. Ça, nous sommes en 2000, donc dans les années 92. Donc 91, la conférence nationale, il vide des caisses. Milongo vient trouver des caisses vides. On avance finalement, il y a un petit coup, voilà, il échoue d'abord. Après, de 1997, il réitère, en fait, il récidive, comme on dit, par un coup d'État militaire. Lorsqu'on avance, nous sommes en 2015. Il est presque à la fin de son dernier mandat. Il fait sauter donc le verrou de l'article 58, hein, vous vous rappelez, de la Constitution de 2002. Il interdisait d'ailleurs de faire un mandat supplémentaire, et même l'âge était déjà presque, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vide encore les caisses. Ensuite, il crée une situation militaire voilà, en initiant soit disons, non, un référendum. Et là aussi, il a massacré les Congolais, il a enjambé les corps des Congolais pour se maintenir et dire que c'est lui le garant, voilà, de la paix au Congo-Brazzaville. Et là, on se retrouve encore face, là, nous sommes à l'orée de l'échéance 2026. Tout à l'heure, Robert vient de le rappeler. 2026, c'est une échéance majeure, présidentielle. Et on constate déjà, là, il a procédé. D'abord, il a commencé à créer la crise. On y reviendra tout à l'heure sur les terres qu'il a vendues aux Rwandais. Maintenant, on apprend qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. Donc, il a tout raflé. Et tous les Congolais ont vu, vous l'avez rappelé, de Noix, qu'il y a eu le pétrole qui a été bien vendu, il y a eu beaucoup d'argent. Et on vient de dire aux Congolais, il n'y a plus rien dans les caisses. Donc, il a vidé les caisses. Est-ce que maintenant, on peut craindre qu'on est en train d'aller vers la deuxième étape de son modus operandi, de la création d'une situation militaire? Question de vouloir encore massacrer les Congolais et dire à ses soutiens, non, mais il n'y a que moi qui peux. Mais comme vous l'avez constaté, ce sont des mécanismes qui réussissent bien, en définitive. Malheureusement, le peuple congolais traîne. À la veille des échéances, il crée des situations de troubles pour désorganiser la nation. Parallèlement à ça, il vide les comptes de l'État. Ça suppose quoi? Ça suppose d'une part que s'il arrivait qu'il perde le pouvoir, il irait avec tout l'argent du peuple, d'une part. Et d'autre part, ce serait quoi? Ce serait créer des tensions de telle sorte que si paralyser le pays, les gens ne s'occuperaient plus des affaires politiques et démontrer à ses partenaires qu'il est le seul garant des troubles au pays et que sans lui, le pays plongerait dans un drame inévitable. Et donc, il faudrait qu'on lui fasse confiance pour qu'il se maintienne aux affaires. Vous voyez, c'est des mécanismes rodés. Il sait à quoi s'en tenir. Il le fait sciemment. C'est un modus operandi qui lui réussit bien
Et donc, pourquoi donc Oui, mais changer comment est-ce que les... les Congolais devraient faire pour finalement arrêter ce cycle Mais il n'y a qu'une de chose à faire. violence, de Mais crime? il n'y a qu'une chose à faire. Vous savez, en 1963, à l'époque du président Fulbert Humboldt, pour si peu, les gens se sont levés et ont crié sur toutes les rues, dans toutes les rues du Congo. Hulot a tout volé. Mais combien de fois ce jour où toutes les caisses sont vides, où les gens souffrent, connaissent une crise profonde, une crise majeure, et les gens sont amorphes. Non, non. Il y a quelque chose Oui, qui mais ne à ce va pas. moment-là, les Il y a Congolais, quelque... beaucoup disent, hein, moi je rapporte, et je ne suis pas d'accord avec cet avis, qui pensent que non, si nous prenons la rue, le monsieur, bah, comme on le connaît, il va sortir les armes. Et vous savez qu'il a acheté beaucoup d'armes, qu'il a évidemment stocké à Oyo, à Chambicho, tout le monde sait, là où sont ses armes à lui. Et les gens se disent, bah, si nous procédons comme ça, il va encore sortir les armes. Robert Adoubou. Autant on Oh devait oui, mon avoir cher aussi Chris. peur de tout ça pour ne plus rien faire. Oui, justement, je le disais tantôt, il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, nous allons utiliser les armes de Sassou contre Sassou lui-même. Sa fameuse constitution qu'il a modifiée, ce chiffon qu'il modifie dans tous les sens et à chaque échéance quasiment, nous allons l'utiliser contre lui. Parce qu'il y a un principe qui est prévu par cette constitution, c'est la désobéissance civile. Okay? Désobéissance. Aujourd'hui, nous ne demandons pas au peuple congolais d'aller affronter sa source. Vous restez chez vous, personne ne viendra vous faire de mal chez vous, même si, oui, il y a l'insécurité, il y a les bébés noirs, mais si vous êtes chez vous, vous n'avez pas le risque de pouvoir être, je dirais, attaqué gratuitement comme ça. Mais aujourd'hui, ça s'organise, une désobéissance civile. Pensez à faire des provisions, pensez à vous organiser. Ça peut durer 2, 3 jours. Je vais vous dire un secret, je vais vous faire une confidence. Ce qui manque aujourd'hui à notre peuple qui est courageux aujourd'hui, même si par moments on a l'impression qu'il a été dans une certaine léthargie, c'est qu'il manque un leader pour cristalliser tout ce mécontentement social. Le Congo est une cocotte minute, ça bouillonne là. Même quand le pouvoir donne le sentiment de maîtriser le pays, on a l'impression que c'est un bateau qui est en train de fuir de toutes parts. On allume une brèche ici, ça s'éteint là, on éteint là, ça s'allume là. Et il manque Et d'ailleurs, juste on voit comment un leader. le gouvernement joue avec les syndicats, là. Exactement. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, je pense que il faut compter toujours avec le peuple. Il faut aujourd'hui motiver le peuple. Il faut encourager le peuple. Mais il faudra aussi que nous, leaders politiques, puissions sortir la tête pour justement canaliser ce Analyser. peuple. Le peuple a besoin d'être orienté. S'il n'y a pas de boussole, c'est difficile. Et Alors, donc, la désobéissance voilà. civile Donc, si je est un vous ai moyen. bien compris, vous êtes pour une désobéissance civile, c'est-à-dire éviter au peuple d'aller dans la rue pour se faire la chair à canon. Donc, vous prenez plutôt une désobéissance civile. Chacun reste chez lui parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas comprendre que quelqu'un aille au boulot. 6 mois, 5 mois, il n'est pas payé. Après, on se posera la question, qu'est-ce que vous partez foutre là-bas? Mais maintenant qu'on ne paye plus les gens, que vos salaires ne tombent pas, c'est l'occasion de rester à la maison et faire des Raison de provisions, plus. comme on a dit. Raison de plus. Des produits non périssables, on en connaît, du riz, du haricot, je ne sais pas moi, le lait, je sais pas De quoi. l'huile. Commencez déjà, voilà. Et puis vous attendrez le signal. Le jour-là, vous restez à la maison au moins pour 1 semaine ou 2 semaines. Personne ne va au Absolument. boulot, que Sassou n'a qu'à envoyer ses miliciens aller travailler à votre place. De toute façon, on ne paye personne. Faites Mais nous 6 mois, sommes, 7 mois sans payer. Restez donc à la sommes maison. Et c'est ça qu'on est en train de... Voilà, Benoît, vous avez quelque chose à dire oui, là-dessus. mais nous sommes déjà en crise. Là. La crise est profonde. Oui. Dire que nous allons mourir demain parce qu'il y aura la guerre, alors que nous sommes déjà condamnés. Mais il faudrait mieux prendre ces dispositions. Et en plus, ce principe est reconnu par la Constitution. La désobéissance civile. Nous exigeons, nous demandons au peuple congolais de prendre ces dispositions, de rester à domicile, de faire d'abord des réserves et rester à la maison pour bloquer le système, pour bloquer l'appareil de l'État.
Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Comme qui dirait, mourir pour mourir si on est déjà mort. Enfin, Mais quand vous dites ça, quelqu'un disait, mais écoutez, quand vos droits ne sont pas respectés, vous n'êtes pas payé, votre salaire ne passe pas, la santé, le système de santé et tout le monde sait, au Congo-Brazzaville, l'éducation, mais vous êtes déjà mort en fait. Les Congolais, c'est des morts, c'est des morts vivants. ils s'accoutument à cette situation, Mais Robert. on ne s'adapte pas. Les gens sont résignés. Les gens sont C'est une résignés. forme de Comme, résilience, oui. oui, comme disait mon ami et frère Robert, il faut des cadres, des intellectuels pour canaliser cette action. C'est ce qui nous manque. Malheureusement au pays, l'opposition, je ne sais pas s'il y a une opposition vraiment, ou alors les gens font semblant parce que la pratique nous montre que les gens sont opposants le jour, mais la nuit ils rentrent pour aller chercher ce qu'on appelle vulgairement les guéris, c'est-à-dire les valises. Voyez-vous? Donc à Oui, partir je des vois éléments comme très bien, mais à alors, partir des éléments comme ça, on ne peut pas avancer. Il faut nécessairement qu'il y ait une brèche. Il faudrait que les Congolais se ressaisissent et prennent leur destin en main. Il y a la jeunesse qui parle actuellement. La jeunesse semble être mieux organisée au niveau de la société civile. Mais malheureusement, il n'y a pas un suivi. Mais si ces jeunes-là étaient suivis par le peuple dans sa totalité, je crois que ce système serait balayé. Ça, on ne peut pas tuer tout le peuple quand même. Aucune dictature au monde n'est arrivée à bout d'un peuple qui défend ses droits. Parce qu'on dit quand les idées justes pénètrent les masses, elles sont capables, elles deviennent une force susceptible de déplacer les montagnes. Et le Congo a déjà fait ses preuves en ce sens-là. Nous sommes capables de renverser ce système-là, de balayer ce système qui nous plante dans un chaos qui est devenu abyssal. C'est pas possible, ça ne peut plus continuer. 40 ans de règne sans partage. Et maintenant, ils, ils, se, ils veulent se projeter pour 2025, 2026. Mais c'est pas possible, c'est impensable, c'est inimaginable. Pire, avant de partir, il se dit, puisqu'il est en fin, je n'ose pas dire en fin de vie, il se projette de nous laisser un héritage, son fils, qui devra continuer ce même système. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On il rêve faut de nous. que les C'est Congolais acceptent cela, parce que, il faudrait bon, que les Congolais se mettent en branle. Il faudrait que les Congolais réalisent que leur vie est en danger et qu'ils prennent leurs responsabilités. alors, C'est ça. puisqu'il est question évidemment de sensibiliser, de conscientiser la population, vous l'avez dit tout à l'heure, Robert, il faut des leaders. C'est-à-dire, apparemment, au Congo, il y a ce souci-là qui se pose, hein, de leadership. Mais est-ce que vous, au niveau du mouvement pour agir, comment vous procédez? Vous avez des antennes sur place? Comment vous procédez? Comment vous formez? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait également, pour mobiliser une population, il faut d'abord la former. C'est ça le problème. Et comme disent, et j'aime bien le rappeler, les juristes, pas d'intérêt, pas d'action. Il faut commencer à susciter cet intérêt. Et comment vous vous y prenez? Ben, écoutez, le mouvement pour agir, euh, comme son nom l'indique, essaie d'agir là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le terrain. Vous êtes sans ignorer que nous sommes constitués à l'étranger et le champ d'action est au Congo. Alors, au Congo, nous avons des partenaires avec qui nous échangeons, nous collaborons et nous agissons. Donc, à partir de là, ce sont des actions qui sont menées de manière, je dirais, collégiale et coordonnée, hein, afin que nous puissions faire entendre notre voix. Mais également, pour ce qui nous est propre, nous avons un leader qui est embastillé. Il ne faut pas l'ignorer. Le Congo regorge de prisonniers politiques. Vous faites allusion au Ça, général c'est Jean-Marie Michel Mokoko, et il y Je a d'autres fais prisonniers aussi allusion au général du intéressants. peuple qui aujourd'hui est embastillé depuis 8 ans pour rien. Vous savez, j'ai fait un petit calcul depuis le coup d'État sanglant de 97. Ça fait 27 ans. C'est le temps que le président Nelson Mandela a mis en prison. Ce qu'il a fait en 27 ans en prison n'a rien d'égal aux 27 ans que M. Sassou vient de faire à la tête du Congo-Brazzaville.
C'est-à-dire que M. Mandela était plus efficace, 27 ans même en prison, que M. Sassou, 27 ans plus 30 de plus d'exercice de pouvoir avec un bilan aussi nul. Donc, comme quoi le pouvoir, ce n'est pas une question d'années, mais c'est une question de volonté. Or, M. Sassou n'a ni la volonté, ni la vision, encore moins, ni l'amour du pays. Alors, on va aller donc vers la fin de cette émission. Quelqu'un disait que c'est finalement un prédateur, c'est un régime de prédation et il se comporte en fait pire que les colons. Ils ont pris les Congolais comme les esclaves. Benoît Youlou, est-ce que, dans le cadre bien sûr de la sensibilisation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est maintenant, il faut prôner peut-être la désobéissance civile. Mais à ces Congolais, d'ailleurs, vous l'avez aussi rappelé, les jeunes commencent à s'exprimer. Ce n'est plus comme hier. Et comment vous entendez mobiliser cette population, cette jeunesse? Mais comment on mobiliser cette jeunesse? Déjà, au regard de ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est déjà une source de mobilisation. Si les gens peuvent suivre, ils comprendront qu'il y a un message qui passe, qu'on les invite à bouger et non à rester plongés dans une léthargie qui devient finalement un état comateux. Le Congolais doit se mettre en branle. Le Congolais doit se remettre en question, se dire trop c'est trop, ça suffit comme ça. Il faudrait que ça change. Moi, je suis venu en France depuis 79. C'était l'époque où le général Denis Sassou Nguesso était passé aux affaires. Je suis maintenant retraité en France. Ce monsieur est toujours aux affaires. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors qu'on se dise le Congo est devenu un royaume et qu'il est le roi. Bon, on l'accepte comme tel. Mais si le Peut-être Congo parce reste... que, oui, pardon, mais parce que, et peut-être parce que nous ne touchons pas aussi là où il faut vraiment toucher. Parce que lorsque nous parlons du régime Sassou Nguesso, derrière ce régime, il y a d'autres forces. Je voulais citer ici la France-Afrique, pour ne pas dire la France. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de parler à la France pour dire à la France, attention, vous nous avez ramené un criminel à la tête du pays, voici qu'il est en train de massacrer les populations, de voler tout l'argent. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez ramené? Parce qu'après, il y aura une répercussion, il y aura des conséquences sur cette relation entre la France et le Congo. La vérité, c'est ça. Mais c'est une bien grande vérité. Voilà, je vais me tourner à l'exemple de l'AES. Vous voyez, les gens, au regard de tout ce qui se passe partout, il y a un sentiment anti-français qui est en train d'être cultivé. Parce que les gens sont là pour nous imposer des dirigeants alors que nous sommes déjà pauvres. Et ces mêmes dirigeants sont obligés de soutenir ceux qui sont aux affaires. Mais dans M. Bourgi, le maître Bourgi nous l'a révélé. À un certain moment, pendant la période de la campagne de M. Jacques Chirac, il a été voir M. Denis Sassou Nguesso, qui était disposé à lui donner, à lui verser plus d'1 million de dollars pour soutenir la campagne de M. Jacques Chirac. Est-ce que c'est normal, ça? Pour un pays qui se dit pauvre, qui doit soutenir la campagne d'un pays riche. Comment est-ce que nous pouvons tolérer des situations comme ça? Non, il faudrait qu'on se remette en question. Voilà pourquoi d'ailleurs je soutiens quelque part la lutte des panafricanistes. Parce que ça ne peut plus durer. Ce mélange, ce régime, ce partenariat incestueux est à remettre en cause, en question. Il faudrait que le Congo, justement, se batte pour retrouver sa dignité, pour retrouver sa souveraineté. On ne va pas développer sur cet angle-là, mais en tout cas, sachez une chose. Si ces dirigeants qui posent des problèmes, si ces dirigeants qui placent des valets, des préfets au niveau de la périphérie et qui doivent répondre du centre, c'est-à-dire du pouvoir en Occident, nous n'en voulons plus, il faudrait que ça s'arrête. Et si ça continue, je vous assure que demain, nous allons nous organiser de telle sorte que ça devienne comme au niveau de l'AES. Mais comment ils ont fait? Ils étaient dans la même situation que nous. Pire que ça, ils ont connu et continuent d'ailleurs de subir un terrorisme organisé par lesquels nous savons. Non, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que le Congolais se décide vraiment à se dire il est grand temps que ça s'arrête. Mettons-nous debout. Le Congo, il faudrait qu'un jour, comme le dit si bien notre hymne, il faudrait qu'un jour ce soleil se lève pour que la nation renaisse. Parce qu'on n'a plus de nation. L'État a failli. Le pays est en situation de cessation de paiement.
L'État n'existe plus, c'est le désordre, c'est le chaos. Devons-nous continuer à vivre comme ça? Trop, c'est trop. Quand c'est beaucoup trop, c'est mauvais. Il faut être Alors, ça. donc, on retient Voilà. l'État congolais, j'allais dire l'État en déliquescence, c'est ce que j'ai noté. Vous avez rappelé ici, bon, ce ne sont pas des révélations non plus, hein. Le monde savait, les Congolais savent que Denis Sassou Nguesso donnait l'argent du contribuable congolais à son mentor, je sais pas, à son soutien Jacques Chirac, qu'il a soutenu évidemment la campagne électorale. Vous avez rappelé, c'est pas moins d'1 million de Pas moins de dollars. 1 million de dollars, actuellement, c'est près de 600 millions de francs CFA. Et quand j'imagine, j'ajoute un peu les milliards qu'on avait donnés à Nzouba Dama, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, c'était le 1 Gabon. milliard 800. Et lorsque vous associez tout cela, bah après, ce que nous n'avons jamais vu, ça c'est comme qui dirait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et dans le même temps, on ne peut pas payer les enseignants, on ne peut pas payer les agents de santé, on ne peut pas payer les fonctionnaires, on ne peut pas payer les retraités. Je crois que c'est un cynisme, mais vraiment poussé à bout. Euh, alors, et donc, je disais qu'on nous a présenté un tableau où il n'y a plus d'argent au Congo-Brazzaville. Et c'est la dernière question, vous allez répondre justement en bref. Il y a eu cette affaire des terres, donc les accords de cession de terres du Congo-Brazzaville, qui constituent, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, une menace existentielle. La vérité, c'est ça. Nous voyons ce qui se passe à l'est de la RDC. On ne peut pas se tromper. Il faut parfois, à un moment donné, tirer des leçons sur ce qui se passe chez le voisin. Et donc, ces accords menacent carrément la sécurité nationale du Congo, la souveraineté territoriale du Congo. Mais nous savons que ces accords ont été signés par le fils du dictateur de Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso. À un moment donné, ça fait grand bruit et est-ce que on n'est pas venu créer la situation actuelle là, sur la crise financière? Est-ce que ce n'est pas une fausse crise créée par le régime de Brazzaville pour désorienter finalement l'opinion congolaise vers autre chose? Parce que l'affaire des terres commençait mais vraiment à gêner. C'était devenu une épine sous le pied de ce régime. Est-ce que ce n'était pas, ils n'ont pas créé cette situation pour désorienter les Congolais? Oui, Robert. ben, tout à fait. Ce sujet tombe à point nommé parce qu'il faut qu'on reste vigilant. Il faut être vigilant parce que un sujet vient, euh, je dirais, Stopper anéantir le l'autre. précédent. Voilà, on est dans cette dynamique, mais ça, c'est pas spécifique au Congo. C'est un peu la marche du monde, hein. Le monde fonctionne un peu comme ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la fluidité, je dirais, de l'information, on est dans un cycle où ben, l'information va très, très vite. Donc, une information vient en chasser une autre. Mais que M. Sassou et son rejeton de fiston ne se trompent pas. Nous n'allons pas lâcher nos terres léguées par nos ancêtres. Là, je pense que le mouvement que nous avons mené à l'extérieur a porté ses fruits et je pense qu'il y aura d'autres mouvements dans ce sens concernant ces terres. Alors, on ne va pas rentrer dans la terminologie parce qu'il y a eu une cacophonie au niveau du gouvernement et du Parlement et tout ça. Vente, cession, bail, Tout ça, antifenétique, c'était tout pour ça, tourner les Congolais en dérision, en fait. absolument. Aujourd'hui, nous attendons une déclaration solennelle du gouvernement ou du président de la République au sujet de ces terres. Il faut que le gouvernement s'explique clairement et que ces accords soient dénoncés Merci. purement et simplement. Parce que ce qui m'inquiète, effectivement, il y a un problème de sécurité nationale. Le Rwanda aujourd'hui est en guerre Avec nos voisins. avec le voisin RDCien. Et nous, Congo-Brazzaville, nous signons des accords avec un pays qui est en guerre avec un autre. Ça veut dire de facto que nous sommes également en guerre contre la RDC. Vous imaginez un peu le magma dans lequel on s'inscrit. Mais c'est grave. Alors, il y a des rumeurs qui parlent d'une théorie, un complot de remplacement. Parce que les Rwandais, nous savons aujourd'hui,
ont un problème de terre, ils ont un problème de richesse. Alors, est-ce que ces terres-là et ces richesses-là, c'est au Congo-Brazzaville qui vont venir les récupérer? Il n'est pas question. Il n'est pas question. Là, je vais employer une expression qui va peut-être doucement vous faire sourire. Tokoti kate. Mabele Nabiso Tokoti kate. Il y en a qui pensent qu'ils ne vont pas laisser le pouvoir, mais nous ne laisserons pas nos terres. Et ça, nous devons le signifier à nos gouvernants et nous devons également le signifier aux Rwandais, aux autorités rwandaises. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous les avons accueillis à bras ouverts. Au moment où il y a eu le génocide au Rwanda, les Hutus et les Tutsis sont venus au Congo. Ils ont été reçus, ils se sont installés, ils ont eu des femmes, ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, ils ne vont pas nous la faire à l'envers. En tout cas, que les autorités congolaises se détrompent. Ces accords-là doivent être purement et simplement retirés. Dénoncer, retirés. Quelle que soit la forme qu'on veut donner à ces accords. Donc, je crois qu'il y a une question de souveraineté. Et encore une fois, mais il faut appeler à la, je dirais, au génie du peuple congolais à se rassembler, à se réunir et à ce qu'on puisse vivre de manière apaisée dans la sous-région. Alors, projet de remplacement, de grand remplacement pour certains, euh, menace existentielle, hein, la sécurité nationale, la souveraineté territoriale du Congo menacée. Alors, 980 km² de terres cédées à un pays étranger. Je vois un peu, c'est toute une enclave, c'est-à-dire, vous voyez un peu le cabinet qu'on vient créer au Congo et les Rwandais vont s'installer dans cette enclave. Et quand ils vont commencer, puisque les accords, selon ce qu'on a, au moins ce qu'on a vu, ce qu'on nous a dit, hein, c'est au-delà de 20 ans, renouvelables, 30 ans, voire par là 50 ans, j'imagine, c'est plusieurs générations. Une fois que ces Rwandais se sont multipliés, j'imagine un peu comment est-ce que les Congolais diront à ces petits Rwandais que vous n'êtes pas Congolais, rentrez chez vous. Benoît Hulot. Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça, justement. Vous savez, le peuple rwandais, c'est un peuple très prolifique. En ce sens, je n'ose pas le traiter des animaux. Ils se multiplient aussi facilement. Sur un territoire de 23 000 km², ils sont, je ne sais pas combien de millions. Et nous sommes à peine 6 millions. Donc ces gens-là, on arrive au Congo, ils vont s'installer. Et quand ils vont s'installer, même si c'est pour 10 ans, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on va leur demander de rentrer, de plier les bagages. C'est pas possible, ils n'accepteront pas. Et ces gens-là, quand ils seront au Congo, ils vont se marier avec des Congolais. Et ces enfants-là, ils seront soit Congolais ou Rwandais, mais ils seront Congolais puisqu'ils sont sur le territoire congolais. Donc, ce sont des gens qui vont prendre racine et demain, nous connaîtrons la situation qu'est en train de connaître Gaza, la situation qu'est en train de connaître la RDC et le Congo sera ingérable. Le Congo deviendra, les Congolais deviendront des étrangers chez nous. Parce qu'ils ont la possibilité de se multiplier facilement. Ils seront plus nombreux parce qu'ils l'ont démontré chez eux sur une petite surface au regard du nombre qu'ils sont. Et nous, au regard du nombre que nous sommes, ils vont nous phagocyter et le Congolais sera étranger chez lui. Le Congolais, en tant que Congolais, disparaîtra. Voilà. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre peuple? Est-ce que c'est ce que nous voulons léguer en héritage à nos enfants? C'est pas possible. Réfléchissons, prenons conscience, méditons. Nous n'avons pas le choix que de dénoncer cette mascarade de contrat, quelle qu'en soit sa forme. Nous disons non, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités et dénonce cette mascarade. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà un peu ce que Avant qu'il ne soit trop tard, c'est la dernière question que je vais vous poser à Robert et ce sera donc la fin. Nous savons que chacun de nous est appelé à s'en aller un jour. C'est la chose la plus sûre. Dans ce monde, une fois qu'on est né, il ne reste que la mort. Mais nous voyons également aussi l'âge de Denis Sassou Nguesso, son régime, mais vraiment tyrannique, il faut le dire. Est-ce qu'on n'est pas là face finalement à une politique, dirait-on, de la terre brûlée? Quelqu'un me disait qu'il aurait confié à quelqu'un, je mets ça encore au conditionnel,
qu'il a toujours dit après lui sera le déluge. le déluge. Que en signant ces accords, c'est une manière pour lui de dire, bah écoutez, je m'en vais, je vais peut-être disparaître, mais derrière, il faut que toutes les traces aussi disparaissent. Oui, c'est la politique de la terre brûlée. Oui. C'est une manière de voir les choses. Un jour, tout s'arrête. Mais si tout s'arrête un jour, ça veut dire quelque chose d'autre reprend après. Tout dépend de quel côté on se positionne. Monsieur Sassoua a tout intérêt à avoir un peu de compassion, ne fût-ce que pour sa progéniture. Ne fût-ce que Un pour sa peu progéniture. d'humanisme aussi. Un peu d'humanisme. Bon, c'est peut-être pour lui demander, peut-être que lui, il a envie de faire l'histoire, mais il n'a pas envie de rentrer dans l'histoire. Ça aussi, c'est un choix. Par contre, il faut qu'il comprenne et qu'il sache, et il peut compter sur moi, nous allons continuer à faire du bruit. We're gonna make noise, make noise, jusqu'à ce qu'ils s'en partent. Faire du Nous voulons aujourd'hui un changement systémique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous voulons aujourd'hui que le peuple prenne ses responsabilités. Et la Constitution nous l'autorise avec la désobéissance civile. Et nous voulons aujourd'hui que le climat politique, parce que tout partira de la classe politique avec le peuple, que le climat politique soit apaisé. Et ça passe obligatoirement par la libération de tous les prisonniers politiques, sans exception, au premier rang desquels le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui se retrouve aujourd'hui dans les geôles de cette satrapie pour des raisons fallacieuses depuis 8 ans pour rien. Donc, essayons de nous asseoir parce que la finalité de tout ce que nous dénonçons, c'est qu'il y aura un moment, il faudra s'asseoir autour d'une table. Ça sera à nous de trouver le format, mais pas avec Sassou comme donneur d'ordre, mais avec Sassou peut-être comme conférencier. Et là, peut-être que le Congo pourra sortir de son ornière et se projeter pour les 50 prochaines années pour une vraie émergence. Et c'est ce que nous voulons proposer, car l'alternance est nécessaire. Merci, l'alternance est nécessaire. Elle a été confisquée depuis presque 40 ans. Benoît Youlou, un mot de la fin en quelques secondes, bien sûr. Oh, s'il faudrait ajouter quelque chose, je dirais tout simplement ceci. Le pays, le Congo est le nôtre, nous pouvons l'abandonner. On ne peut donc renoncer à nos droits. Et il y a un principe qui dit, le tyran est debout parce que le peuple est à genoux. Et le peuple congolais est loin de se mettre à genoux. Le peuple congolais doit se lever pour que le tyran à son tour se mette à genoux et qu'il parte de là. Le contraire serait la malédiction pour ce peuple. Mais le peuple congolais n'est pas un peuple maudit. Le peuple congolais est un peuple vaillant. Il a toujours su montrer qu'il était courageux. Il a toujours su se dépasser. Et nous sommes prêts à nous dépasser pour redresser ce qui est tordu et faire que le peuple se ressaisisse et que le Congo triomphe. Voilà ce que j'avais à dire. Tel un phénix, le Congo doit renaître de ses cendres. Voilà. La nation immortelle, la nation, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui fait de nous des Congolais. Voilà un peu ce que je voulais partager au peuple congolais. Donc, peuple congolais debout, en avant pour la lutte. Voilà. Et donc, le Congo, c'est ce qu'il y a de commun pour les Congolais. Il faut sauver le Congo. Et maintenant, je crois que plus que jamais, les Congolais devraient se lever pour libérer le Congo. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que j'étais avec donc Benoît Youlou. Vous êtes contrôleur interne des finances du Mouvement pour Agir, et Robert Adouki. Vous êtes également, vous aussi, vous êtes du MPA, bien sûr, chargé de l'administration. Vous êtes le chargé de l'administration. Grand merci d'avoir disposé ce temps précieux. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations, hein, mais bon, au détriment de cela, vous avez été avec nous sur R7 et nous vous disons grand merci, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette interview. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et
pour nous aider évidemment à vulgariser le message, l'information. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ce qu'on s'est dit au cours de cette émission. Cela nous fera plaisir et on se retrouve très prochainement. Merci.